Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour à la petite famille, vous aimez les manchots et le froid? Alors bienvenue à la séance de La Marche de l'Empereur. Ce film documentaire de Luc Jacquet est sorti en 2005 pour une durée de 1h25. Il est conseillé à partir de 8 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez! Alors, c'est la première fois qu'on fait un documentaire animalier. Alors, l'histoire des manchots empereurs et de leur cycle de reproduction est unique au monde. Elle mêle amour, drame, courage et aventure au cœur de l'Antarctique, région la plus isolée et inhospitalière de la planète. Alors, après l'accouplement, il y a la femelle qui pond donc un unique œuf qu'elle confie au mâle avant de repartir vers la mer pour se nourrir. Et de son côté, le mâle entame une attente éprouvante de plusieurs semaines, immobile, sans manger, en protégeant l'œuf du froid glacial, en le maintenant sur ses petites pattes à l'abri sous un repli de peau. Il était tout petites pattes, on peut pas y arriver, t'as. Ah oui, puis c'est pas les personnes les plus habiles du monde. Et pendant ce temps, ils affrontent des températures extrêmes et extrêmement froides, des vents violents et la faim, s'organisant parfois en groupe pour survivre. Lorsque les poussins naissent, les femelles reviennent, nourrissent leurs petits et les rôles s'inversent. Les mâles repartent à la mer pour se réalimenter. Et ensemble, les parents se relaient pour protéger et nourrir leurs jeunes petits jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour affronter l'océan. Pour savoir si les manchots ne sont pas que mignons, mais aussi costauds, il faudra regarder La Marche de l'Empereur. Passons à la rubrique suivante. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort! Alors une rubrique un petit peu spéciale, parce que comme c'est un documentaire, c'est un peu dur de parler de personnages et de scènes préférées. Alors ce qu'on va faire pour cet épisode-là, c'est plutôt qu'on va dire ce qu'on a appris pendant le documentaire sur les manchots. Ben, moi j'aime bien le fait quand il y a la période d'amour, là je sais pas trop comment ça s'appelle. En fait ils se regroupent de plein de villages différents, ils se donnent rendez-vous dans un petit coin, ils se cherchent leur amoureux ou leur amoureuse au milieu de tout le monde là, donc il y a des tonnes de pingouins et en fait ils se trouvent. Donc voilà, donc c'est amusant de voir leur petite parade amoureuse parce que je sais pas, ils font des petits chants, enfin je sais pas trop comment ils font et ils se trouvent et si j'ai bien compris, en fait ils restent ensemble tout le temps. C'est pas chaque saison des amours ou quoi, c'est ça, ils se trouvent leur petite femme ou leur petite pour la vie, un peu comme les corbeaux. Voilà, j'aime bien cette petite scène et alors une chose à retenir quand même, c'est qu'ils font des bébés magnifiques parce qu'ils sont trop mignons. Des petites boules de poils toutes grises. Des petites peluches grisouilles là. Alors bon, après ils ont une vie difficile parce que il y en a beaucoup qui passent pas forcément le cap. Et toi Raph? C'est que des fois, les femelles, si elles ont perdu leur œuf, c'est qu'elles peuvent s'attaquer aux œufs des autres femelles. Ouais. Oui, elles peuvent essayer de le voler à une autre femelle pour pouvoir avoir quand même un œuf. Oui, elles, c'est un instinct, faut absolument qu'elles aient un œuf. Elles ont l'air de tellement le porter longtemps, elles affrontent tellement de dangers que la pauvre, quand après elle se rend compte qu'elle est plus maman, et ben ouais, elle essaye de piquer l'œuf. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après, quand ils naissent, ils donnent leurs enfants un peu comme dans des garderies. Oui. Où en fait, il y a que quelques adultes qui élèvent en fait tous les enfants ensemble. Donc c'est bizarre de voir comment avant elles essayent de se voler les bébés. Quelques semaines plus tard, au final, tout le monde s'en occupe à tour de rôle. Donc c'est marrant ce truc. Bon. C'est vrai. Et toi? Et moi, c'est ce que, à l'époque, la première fois que j'avais vu, ce que j'avais appris, c'était que c'était les papas qui allaient couver les œufs les premiers. Donc la maman, elle met l'œuf au monde et ensuite ils se le passent. Alors c'est un moment. Donc, du coup, après les pères vont aller rechercher de la nourriture dès que les femmes sont revenues. Après, mais... Oui, et ils vont entamer la marche très difficile. La fameuse marche. Ils marchent tout le temps parce qu'ils marchent pour se retrouver pour faire des bébés. Ils se marchent après pour aller manger. Après ils se marchent pour aller chasser. Enfin c'est vraiment. Mais voilà, donc du coup c'est vrai que je savais pas ça moi à l'époque quand je l'avais vu le documentaire. Et du coup c'est impressionnant parce que la maman elle a pondu son œuf qu'elle tient sur ses petites pattes parce qu'il faut pas que l'œuf touche le sol parce qu'il est trop froid évidemment. Le lait il tiendrait 2 millisecondes et puis. Ouais. Et donc en fait on les voit qui essayent de se passer l'œuf de patte en patte parce que les manchots ils sont quand même pas très adroits. Donc on voit que c'est hyper difficile et en fait du coup dans le documentaire ils expliquent qu'il y a les parents expérimentés et ceux qui ne le sont pas encore et souvent les jeunes parents ils savent pas bien faire et c'est souvent
avant eux qui malheureusement n'arrivent pas à se passer l'œuf. Et voilà, et du coup moi j'avais appris donc que c'était les papas qui ensuite couvaient l'œuf, et on parlait ils se soutiennent, c'est qu'il y a des moments où quand il fait vraiment très très froid, qu'il y a un vent glacial qui leur tape dessus, en fait ils vont se regrouper les uns avec les autres pour former un gros cercle de manchots, et en fait ils vont se relayer, c'est pas toujours les mêmes qui sont au premier plan, et donc ils se prennent tout le froid, ils se changent les uns les autres de place pour pouvoir se réchauffer tous à tour de rôle. Donc voilà, moi c'était les informations à l'époque que j'avais appris quand j'avais vu le documentaire. Alors du coup on va passer au popcorn. C'est parti. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, rubrique un peu spéciale aujourd'hui, parce que comme c'est un documentaire animalier, je sais pas si on peut quand même essayer un popcorn salé ou sucré quand même. Salé sucré. Allez, donc est-ce que vous le conseillez quand même ou pas Alors moi, je suis un peu mitigée, je suis sucré-salé. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens qu'à l'époque, quand il était sorti en 2005, j'avais donc 20 ans. Ah oui, là maintenant t'as le tout. Je me souviens que ça a été un phénomène, ce documentaire. Ça a été le début des nouveaux documentaires animaliers. Tout le monde allait le voir. Après, pendant 10 ans, on en a eu de tout le temps. Ouais, après il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai que là c'était un peu aussi la même période que les oiseaux migrateurs là. Je crois que c'était le peuple migrateur, je crois que c'était un peu dans le même il y a eu les mêmes périodes. Voilà, donc du coup c'est vrai que c'était un phénomène. Moi je me souviens que là quand je l'avais vu, pourtant j'avais 20 ans, mais je me souviens d'avoir quand même apprécié, de me dire waouh, j'avais appris plein de trucs et tout. Et là quand je l'ai revu, ça a été plus compliqué pour moi à regarder. Alors je pense que on en parle souvent des histoires de la lenteur d'avant avec maintenant les nouveaux films aujourd'hui où tout va plus vite, etc. Et je pense que je suis quand même un petit peu pris dans le nouveau rythme qu'on voit dans les films, les séries, etc. Et là, c'est vrai que c'est vraiment lent. Alors les plans sont magnifiques, il y a rien à dire. Ouais, ça convient à l'animal et au décor. Hein. Oui. Tu vas pas te faire un truc hyper vitaminé. Non, mais sans être hyper vitaminé. Mais c'est vrai que là, c'est quand même. La seule scène où il y a les léopards des mers, t'as vu, celle-ci au contraire, elle est un peu plus rythmée. Il y a des rythmes. Il y a des plans plus rapides et en vrai, je reproche rien, c'est juste que c'est vrai que à regarder, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que quand j'avais 20 ans et que j'avais vu la première fois. Malgré tout, pourquoi est-ce que je mets quand même aussi du sucré? C'est parce que les plans sont incroyablement beau. Tu parlais de la rencontre quand ils se cherchent en amour et tout. C'est magnifique. Il y a des plans où on les voit et ça forme comme des petits cœurs là quand ils se mettent l'un contre l'autre avec le coucher du soleil et tout. Enfin, il y a une lumière incroyable. L'image, elle est superbe. Et moi, j'aurais bien aimé la voir comme fond d'écran. Genre les deux petits manchots là qui défilent comme ça. Donc c'est vrai que les images sont superbes et qu'à l'époque c'était quand même très nouveau d'avoir ces personnages qu'on faisait parler, puisqu'en fait là on n'a pas dit, mais en fait il y a des voix il y a la voix du mâle, la voix de la femelle, il y a la voix du petit. Et en fait, qui se parlent. Et après, il y a une voix aussi un peu qui raconte ce qui se passe. Il y a deux voix après aussi qui racontent. Ils vont entamer la marche, ultra compliqué. Mais du coup, des fois, il y a les pingouins qui deviennent comme des personnages et donc du coup, on les fait parler. J'adore les petits. Non, maman, je la laisse pas partir. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était quand même pas si... Ça se faisait pas encore trop, je crois, à l'époque. Donc ça, du coup, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc je suis un peu entre les deux parce qu'en plus j'ai l'impression que je sais pas si c'est parce que je l'avais déjà vu, mais que finalement on n'apprend peut-être pas tant de choses que ce que il me restait à l'esprit. Mais est-ce que c'est parce que je l'avais déjà vu? Je sais pas. Donc voilà, sucré salé. D'accord. Toi, Rafouillette? Alors moi, il y a plus de salé que de sucré. Alors, je vais commencer par le sucré. C'est juste parce que les plans sont très très beaux et que c'est des manchots. Et que j'adore les pingouins, les manchots, voilà. Et c'est tout. Ok. Sinon, je trouve ça pas intéressant. Je trouve le rythme trop long. Je n'aime pas. Est-ce que vous le transformeriez en un C'est pas sorcier de 20 minutes? C'est vrai que oui, en vrai, on aurait très bien pu le transformer en un truc de 30 minutes. Mais bon, voilà. Après, c'est aussi ce genre de film qui te permettent de méditer un peu. Enfin, méditer, c'est un grand mot, mais de contempler peut-être. C'est le meilleur mot. De contempler ce que tu regardes. Et toi? Tout petit sucré. Ok. Parce qu'il est très beau. Alors j'aime beaucoup, il y a la musique de Émilie Simon que j'aimais beaucoup. Je trouve qu'elle est trop belle, ça va bien avec le film. Le film il était beau, en plus je trouvais que c'était un des premiers documentaires de cette période-là qui ont, avec les National Geographic, les Disney Channel, enfin avec toute cette période-là qui était super.
Moi j'aime bien en plus les manchots, comme dit Raph, je trouve que c'était un sujet très sympa à suivre. Surtout ce que j'apprécie dans ce documentaire, et ça se voit que c'était de 2005, c'est que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de message accusateur et culpabilisateur qu'ont maintenant tous les documentaires animaliers. Maintenant, tous les documentaires, que ça soit sur les animaux ou la planète, tu ne regardes que des leçons de morale te disant que c'est à cause de l'homme que la planète va mal et que tout... À peu près, franchement. Et qu'on est responsable de tout et qu'à cause de nous, on doit se sentir... C'est à peu près la vérité. Alors, ça doit être la vérité, mais enfin moi j'avoue que j'en ai un peu marre de voir constamment des trucs sur la planète ou sur nos animaux en disant que c'est notre faute que tout ça se détruit. Là j'avoue que c'est vraiment un truc sur les manchots pour savoir comment ils vivent, et je suis content de voir que voilà, j'ai pas de la responsabilité sur leur malheur, même si c'est vrai, même si ça l'est pas. En tout cas là je regardais pas un film pour me sentir coupable. Donc ça c'est plutôt agréable. Après oui, il est très lent, on apprend finalement pas tellement de choses, enfin une petite page Wikipédia t'apprend autant, mais je reconnais par contre le talent de ces gens-là d'avoir fait ces films-là en 2005, parce que je pense que pour le coup c'était pas un réflexe pour beaucoup de gens, et de se dire bah tiens on va faire un film comme ça. Donc ça fait 21 ans qu'il est sorti. Ouais, à peu près. Ils ont fait je sais pas combien d'années de tournage dans des conditions super terribles. Ils l'ont passé au cinéma en se disant bah là on y croit, on va faire un beau film avec un rythme. Ça va, c'est bon. Il y a des grands acteurs qui prêtent leur voix, donc je me dis c'est quand même pas mal qu'on ait eu cette période-là aussi. Voilà, donc je lui reconnais tous ces mérites-là. Après je vous avouerai que oui, pour une soirée familiale, effectivement je le conseillerais pas forcément. Donc voilà, ça reste un petit sucré, mais vraiment petit. Pour les enfants fans de manchots. Ouais. Mais voilà, pas forcément une soirée familiale où tout le monde se met devant la télé, quoi. Je suis pas méga sûr que l'ambiance soit très bonne, quoi. Chose, hein. Voilà. C'est pas... Alors on passe à l'info pour frimer, aux petites infos. Allez, c'est parti. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Oh. Alors, première anecdote, les caméras sont équipées spécialement par Aton. Je connaissais pas. Modèle XTR Prod. Ouais, c'est très précis. Ouais, attention là. Pour résister à une température qui pouvait descendre jusqu'à moins 30 degrés. Donc, c'était des caméras très spéciales pour le froid, parce que si vous regardez le documentaire, vous allez voir que c'est un endroit où on n'a pas trop envie d'y mettre le bout du nez. Bon, le machin, quelqu'un y va en t-shirt, tu fais le machin, on le retrouve congelé. Et d'ailleurs, justement, le tournage a dû être arrêté à plusieurs reprises à cause des gelures aux membres de l'équipe. Alors, les gelures, pour expliquer, c'est quand il fait tellement froid que la peau, en fait, c'est presque comme si elle était brûlée par le froid. Et donc, ça peut être dangereux même pour les hommes. Et donc, les membres de l'équipe de tournage ont parfois dû arrêter le tournage pour pouvoir se mettre à l'abri et un peu plus au chaud. Donc, faut quand même courage quand même pour le sort. Donc, faut quand même reconnaître à toute l'équipe que bravo pour le travail. Et dernière anecdote, c'est un film donc sur les manchots empereurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas de prédateurs terrestres, parce qu'ils ne craignent que finalement les orques et les fameux tigres des mers, les léopards bizarres là. Donc du coup, ils n'étaient pas du tout effrayés par les hommes, par l'équipe de tournage. Cool. Donc ça a permis en fait à l'équipe de tournage. Tu peux leur faire des gros canons. Non, en fait, ça leur a permis de faire des plans assez rapprochés. C'est pour ça qu'on a ces belles images qui sont vraiment presque au cœur des trucs. Attention. Cette équipe de tournage et beaucoup de gens qui font des documentaires animaliers ont une règle d'or, c'est de ne jamais intervenir. Même quand les scènes sont difficiles. Par exemple, quand ils perdent les œufs, quand il y a des poussins qui meurent, quand ils trouvent pas à manger. Ils sont là que pour les filmer et pas pour les aider. Ils sont là pour observer. Ça a été très fréquent. Là, il y a une petite vidéo qui tourne sur Internet où très récemment, en fait, il y a justement des manchots qui ont été pris dans une espèce de crevasse. Et en fait, c'est une des premières fois qu'une équipe de tournage a décidé de lâcher les caméras pour aller construire une sorte de petite pente pour permettre aux manchots de remonter, sinon ils allaient tous mourir de faim, perdus dans cette espèce de crevasse. Là, on peut leur dire bravo. Hein. Voilà, là, parce qu'en fait, là, faut le faire. Grosso modo, ils n'empêchent pas une autre espèce de les chasser pour se nourrir eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est juste, en fait, c'était un sauvetage c'est un vrai sauvetage, voilà. Ça intervient pas dans la chaîne alimentaire de qui que ce soit, quoi. Donc, voilà, mais c'est quand même très, très rare. Et ça, c'était l'info à savoir si vous préférez filmer votre chat plutôt que d'aller au pôle Nord, filmer des pingouins. Et maintenant, place à la dernière rubrique. Cette semaine, ce sera un top 5. Petit top 5. Ça fait le top 5. J'ai l'impression que tu vas être dans les 10-15 premières, toi. J'ai gagné. Gagné quoi? Premier prix de bêtises? Je peux te le dire, vous êtes ex-aequo. Cette garce veut ma place. J'ai pas moins de 9 victoires en championnat du monde inscrites à mon actif. Vous pouvez être satisfaite, c'est un record. Bravo Coco, t'es un champion. Comment est-il? Un champion du monde. Alors, dernière rubrique cette semaine, donc un top 5, et je vous propose sur le thème de, tiens, allez, vos animaux préférés de tous les temps. Alors, qui veut commencer? Alors, number 5. Ah, tu l'as mis dans l'ordre? Je commence par le dernier et je vais jusqu'au number 1.
Ah mince, moi j'ai mis en pêle-mêle. Ah bah alors j'ai mis un petit temps. Même si c'est bon, je pense que ça peut varier en fonction des journées. Mais enfin. Ah ok, d'accord, bon. Number 5, numéro 5, le chat. Ah voilà, parce que depuis que je suis petite, j'adore les chats. Avant, j'avais des collections de cartes de chats partout dans ma chambre quand j'étais petite. Alors pourquoi en 5 parce qu'il y en a d'autres que je trouve mimi et voilà. Donc, et je suis contente qu'on ait notre chouquette. Ouais. Numéro 4, le suricate. Le petit animal qui est toujours en train de surveiller ce qui se passe autour de lui. Alors ça, c'est pas Timon dans Timon et Pumba. Hein. Si, je crois bien que c'est un suricate de Timon et Pumba. C'est un suricate. C'est pas une mangouste, lui? Ouais, je sais pas. Non, je crois pas. Non, c'est un suricate, ce machin-là? Oui, c'est assez proche, hein, là, je crois. Ah, c'est pareil un peu le suricate, je crois que c'est un machin. peu de la même chose. Même si on n'est pas des grands spécialistes. C'est le petit truc là qui sort des petites galeries, là, et... tu sais, des fois, ils se mettent au soleil, comme ça, ils prennent le soleil avec les bras écartés. Ils sont marrants. Donc voilà. Numéro 3. Ouais. Ah, c'est sur le podium, là. Le Ouistiti. Un des Ouistiti. En fait, il y en a plein. Enfin, en gros, moi, c'est tous les petits singes qui tiennent dans le creux de la main. Alors, chose à savoir, quand on va dans une ménagerie, un zoo ou quoi que ce soit, faut forcément passer par ça. Oui. Les petits tamaras, là. Les petits tamaras, oui, voilà. Bon, là, j'ai mis Ouistiti, mais bon, il peut y en avoir plein d'autres que je trouve toujours trop Ils s'accrochent sur le doigt, tellement ils sont petits. Numéro 2. Ouais, oh là là, attends. Le pandarou. Oh, oui. Ah ouais, ça, c'est mignon. Ça, parce que c'est trop mimi et que j'adorais quand on allait le voir c'était au Jardin des Plantes. Au Jardin des Plantes. Oui. Ouais. Et number 1, le paresseux. Oh ouais. Ah, ça c'est chouchou ça. Voilà, c'est un animal que j'adore. J'aime beaucoup sa philosophie de vie. Ah ouais, impeccable. Qui est de ne faire des efforts que quand c'est vraiment nécessaire. Vraiment quand c'est nécessaire. Hein, et sinon, se laisser porter à la limite. Il descend faire pipi, il descend faire pipi une fois par semaine et puis basta. Oh, une fois par an même. Et le reste, il quand dort. Il commence à... Il dort. Et je me souviens d'un documentaire où on le voyait un paresseux qui était tombé dans l'eau et en fait du coup il arrive à retenir sa respiration très longtemps. Et donc en fait il était la tête dans l'eau, donc sur le ventre, et il se laissait flotter par l'eau et il faisait un peu semblant d'être mort pour pas être attaqué en fait par possiblement il a tellement la flemme de remonter, il s'est dit c'est bon, je vais faire le mort, je vais changer de coin. Et voilà. Et à toi papa. Super. Bah alors écoute, je vais t'en reprendre deux de ta liste que j'aime beaucoup aussi, qui sont le paresseux, j'adore, et le panda. Ça c'est vrai que c'est des animaux que j'aime beaucoup. Après il y en a 2-3 autres aussi que j'aime énormément. Le loup. Okay. J'adore cet animal. C'était en plus l'animal préféré de mon papa, donc je l'ai un peu parmi mes petits, je l'ai un peu repris. J'adore son animal. J'aime aussi la grue. Ah oui, je le trouve magnifique. Alors moi, je suis pas fan trop des oiseaux et tous ces machins-là. C'est pas ce que je préfère. Alors j'avoue que la grue, ça a une classe folle. Je trouve ça trop beau, que ça soit même dans les trucs d'art qui étaient. Genre les estampes japonaises et tout ça. Voilà, je trouve ça toujours magnifique, une grue, c'est trop beau. Après, il y a un petit animal, alors il est un peu pas trop connu, mais moi je l'aime beaucoup, c'est le wombat. Alors, qui a une particularité. Voilà, en fait, il fait des petits cacas en cube. C'est le seul animal qui arrive à faire ça. Le seul animal qui a des cacas en forme de cube. Et alors, c'est marrant parce que je crois que c'est un petit truc australien ou un truc un peu comme ça. C'est un petit wombat. Alors, vous allez voir, c'est une sorte de petite nounours. On dirait un petit Ewok. Ouais, c'est super mignon. Ça court comme un petit dingue sur ses patounes. Et en fait, dès qu'il fait un caca, en fait, vous passez derrière, on dirait des trucs de plaido, là, tu sais. On dirait... voilà, rien que déjà pour la forme du caca, moi je l'ai mis dans mon classement. Et après c'est moi qu'on me traite de bébé. Et alors après, attention, mon top 3, attention, numéro 3, le glouton. Alors là, attention, là ça c'est beau comme tout. Alors c'est un mix entre un ours, c'est de la même famille que les ours, mais c'est beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit que les ours, beaucoup plus petit que les ours. Mais c'est très mignon. Et en fait, et par contre, attention, ça peut être très agressif. Hein. Oula, attention, hein. Oui, c'est pas une peluche. Oui, c'est pas une petite peluche. Hein. Mais alors, j'adore, je trouve ça trop mignon. En numéro 2, l'ours. De la même famille que le glouton. Tout à fait. Alors moi, grizzly, ours brun, ours... polaire, n'importe. Polaire un peu moins. Voilà. Le grizzly surtout, les ours bruns, tu sais, ceux d'Amérique là et tout. Ça, je trouve ça... En plus de force, ça, j'adore vraiment tout. Et en numéro 1, et attention, l'indétrônable, le corbeau. Ah bah oui. Oui, t'aimes pas les oiseaux, mais t'as quand même deux oiseaux. J'ai quand même deux oiseaux dans ma liste, effectivement. Mais alors le corbeau, alors cette intelligence qu'il a, lui aussi, il trouve sa petite femme pour la vie. Ouais. Ça faut savoir, c'est qu'un corbeau, il a qu'une petite femme toute sa vie et juste l'intelligence. Tout le monde le sait. Hein, ça résout des casse-têtes, des problèmes, ça trouve des techniques. Voilà. Et le corbeau, et en plus juste la tronche de l'animal, quoi. Mais c'est juste je pense qu'à mon avis, c'est ce qui est le plus beau au monde. Walou.
Ok. Et toi, Morafouille, ton top 5 des Animox? Alors, moi, mon top 5, je vais pas les faire dans l'ordre, avec qui sont tous au même niveau. D'accord. Alors, j'ai le panda roux. Ok. Oh, dans les 3 listes. Ouais, dans les grand 3 succès listes. pour le panda roux. Ah ouais. Le loup. Bien, très En bien. fait, il nous copie. Ça aurait fait plaisir à ton grand-père. L'aigle. Oui, c'est on vrai. l'a pas dit celui-là. J'en ai un en peluche. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Qui est assez costaud. Là. Oui, très costaud. Les chatons. précis. Les chatons. Et surtout les chatons blancs. Ah bon? Ah, t'aimes bien? Je croyais que c'était les noirs que tu préférais. Oui, les noirs quand ils sont adultes. Ah, les chatons, d'accord. bon, les chatons noirs. Chatons blancs. noirs, c'est très bien. Les chats noirs. Merde, à un moment donné, Chatons noirs, c'est très bien aussi. ils se transforment. Après, je vais pas dire les chiens parce que c'est trop banal. Après, ça peut aussi aimer le classique. Oui, mais c'est... Et aussi, j'ai les tout petits singes qui tiennent sur le bord. C'est trop mimi. Le machin, j'aimerais trop les prendre et tout. C'est comme les chatons. Voilà. Le machin, j'aimerais trop les prendre dans les mains, les amener quelque part et tout. C'est trop mignon. C'est trop bien. C'est beau. Voilà. C'est tout pour moi. Alors, la marche de l'empereur... Vous allez la regarder en famille. Dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, _podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film au lit. On vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille. Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin et que chaque fois, cinéma.